Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. La semaine dernière, j'ai reçu en consultation un bulldog qui était agressif. Et au cours de la consultation, j'ai appris qu'en fait, il avait mordu sa propriétaire au point de l'envoyer à l'hôpital. Du coup, ta consultation de comportement s'est transformée en évaluation comportementale. Oui, ce dont Mathilde parle, c'est qu'en tant que professionnel du chien, lorsqu'on a connaissance d'une morsure, on est tenu de la déclarer et de soumettre le chien à une évaluation comportementale. L'évaluation comportementale, c'est une consultation un peu particulière qui consiste à mesurer le niveau de dangerosité du chien. C'est un passage obligatoire dans certains cas. Dans d'autres cas, plus rares, ça peut se faire à la demande du propriétaire, voire du maire de la commune où réside le propriétaire du chien. On l'a dit, c'est obligatoire si le chien a mordu, mais c'est aussi obligatoire pour les chiens dits de catégorie. Ce sont les chiens qui appartiennent à certaines races. Il y a l'American Staffordshire Terrier, qu'on appelle plus communément l'Amstaff, le Rottweiler, mais aussi le Tosa Inu ou le Bull Mastiff, qui sont moins fréquemment rencontrés en France. C'est vrai pour les chiens de race pure, mais aussi pour ceux qui ressemblent à ces races. Donc, si vous avez un croisé staff, même s'il vous est vendu comme un croisé staffy, il peut tomber sous le coup de la loi. Pour ces chiens-là, il y a un certain nombre d'obligations à respecter en plus de l'évaluation comportementale. Il faut qu'ils soient identifiés. Bon, ça, c'est aussi le cas pour tous les autres chiens, les chats et les furets. Il faut qu'ils soient vaccinés contre la rage. Il faut qu'ils portent une muselière dans les lieux publics et qu'ils soient déclarés sur l'assurance responsabilité civile de leur propriétaire. Et le propriétaire, lui, il doit être titulaire d'une attestation d'aptitude à la détention des chiens dits dangereux, qu'il ait un casier judiciaire vierge et qu'il soit majeur. Enfin, pour les chiens de première catégorie, qui sont donc des chiens croisés et non LOF, la stérilisation est obligatoire. Une fois que tous ces documents sont rassemblés, le propriétaire doit demander un permis de détention à la mairie où il habite. Bref, il y a pas mal de contraintes et de formalités. Et donc ces chiens-là, on les soumet systématiquement à une évaluation comportementale. Évidemment, on ne va pas évaluer la dangerosité d'un chiot de 2 ou 3 mois. On attend pour ça qu'il soit adulte, donc on fait ça à partir de l'âge de 8 mois et les propriétaires ont jusqu'aux 12 mois du chien pour le faire. Donc le principe de l'évaluation, ça va être de discuter les différents contextes où le chien peut présenter un danger pour l'humain. Et donc on va chercher à élucider tous les contextes de morsure potentielle. En gros, il y a 2 grandes situations où le chien peut mordre. Il y a d'une part les contextes de prédation. C'est en gros tous ceux qui vont mimer des contextes de chasse. Le chien qui va par exemple courir après les joggers ou sauter sur des enfants qui jouent. On peut revenir un peu ici sur ce que c'est que la prédation. Donc, contrairement à l'agression, elle a pour but de diminuer la distance entre le chien et ce qu'il considère à ce moment-là comme une proie. Donc, évidemment, le chien, il ne va pas prévenir qu'il va faire de la prédation. C'est plutôt logique. Comme c'est un contexte qui rappelle une séquence de chasse, on va naturellement se dire qu'il vaut mieux ne pas grogner avant d'attraper sa proie et plutôt la prendre par surprise. Mais ce sont des contextes au cours desquels le chien peut assez sérieusement mordre tout de même. Le deuxième contexte possible de morsure, c'est l'agression à proprement parler. Contrairement à la prédation, l'agression c'est une mise à distance. Le but est d'augmenter la distance du chien avec autrui. Et là, on distingue 2 grands types d'agression. L'agression par autoprotection, celle qui est faite dans un but de survie, et l'agression par protection des ressources, au cours de laquelle le chien cherche à garder une ressource qui a de l'importance pour lui. Ça peut être par exemple un chien qui va grogner ou mordre lorsqu'on s'approche de sa gamelle. Donc, au cours de l'évaluation comportementale, on va prendre le temps de lister point par point tous ces contextes. À la fin, on va conclure sur le risque que la morsure survienne ou non. À ça, il faut ajouter la dangerosité que représente le chien. Elle est à la fois conditionnée par le chien lui-même, son tempérament et sa morphologie, donc la taille de sa mâchoire, sa force, et par le contrôle des propriétaires sur le chien. Un petit chien très agressif qui peut agresser par peur et qui n'est jamais tenu en laisse présente un gros danger potentiel de morsure, parce qu'on n'a aucun contrôle sur lui. A l'inverse, un très gros chien, qui est par ailleurs peu agressif et toujours tenu en laisse, peut être considéré comme ne représentant pas plus de danger qu'un autre chien. Une fois qu'on a listé tous ces points, on va bien sûr donner des conseils aux propriétaires pour favoriser la prévention des morsures. C'est vraiment l'objectif de cette évaluation comportementale, faire en sorte que le chien ne remorde plus jamais. Pour ça, on donne des instructions sur la manière dont le chien doit être maîtrisé et on explique évidemment aux propriétaires les notions d'éthologie qu'on vient de vous exposer.
À l'issue de l'évaluation, on donne une note de 1 à 4 qui représente le niveau de dangerosité potentielle du chien. Puis, on transmet au maire de la commune qui doit être tenu au courant de la présence de chiens dangereux sur sa commune. C'est la loi. La question qu'on peut légitimement se poser, Mathilde, c'est est-ce que cette loi est efficace ? Est-ce qu'elle permet de limiter les morsures de chiens ? Justement, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, s'est penchée sur la question en 2021 et a sorti un rapport, qui est disponible pour tout le monde en ligne, sur la pertinence de ces mesures de catégorisation par race. Et ce rapport conclut clairement que la race d'un chien ne suffit pas pour prédire le risque de morsure. Oui, et ce rapport donne aussi des pistes pour mieux prévenir le risque de morsure des chiens. Déjà, il insiste sur le fait que tout chien peut mordre, quelle que soit sa race et sa taille, et qu'en conséquence, il ne faut jamais laisser un enfant seul, avec un chien, sans la supervision active d'un adulte. Oui, ça c'est vraiment hyper important. L'ANSES dit également que la prévention passe par la sensibilisation des adultes comme des enfants, qu'ils vivent avec un chien ou non, aux signaux de communication du chien et notamment aux signaux de stress. Léchage de la truffe, bâillement répétitif, détournement du regard. On en a déjà parlé un peu et publié un post Instagram à ce sujet. Et dernier point qu'il me semble important de citer, le rapport dit qu'il relève de la responsabilité des éleveurs de chiens et des propriétaires de faire coïncider les besoins de l'animal, qui sont liés à sa taille, à sa race, à son caractère, avec les conditions de vie qu'il pourra avoir. Est-ce que le chien va vivre dans un petit appartement ou dans une grande maison ? Est-ce qu'il pourra être sorti régulièrement ? Est-ce qu'il y a des enfants en bas âge, etc. Bon, on va conclure là-dessus. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous comprendrez mieux ces lois sur les chiens dangereux. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à vous abonner au podcast s'il vous a plu. On vous dit à très vite sur Vétologie.